La famille Grant portait une malédiction. Chaque héritier était destiné à épouser une femme au destin prospère, une femme dont la simple présence apporterait fortune et longévité à son mari. Sans elle, la famille était vouée à la ruine. Et moi, Juliana Morgan, j'étais celle destinée à Yeshua Grant depuis l'âge de 17 ans. Depuis mon enfance, je savais que je finirais par l'épouser. Mais ce destin ne signifiait rien pour Yeshua, car il ne m'aimait pas. Son cœur appartenait à ma cousine Heidi. Il était même prêt à défier le serment ancestral de sa famille pour elle. J'ai tout fait pour l'en empêcher. Et au final, Heidi a été profondément bouleversée et a disparu près de la rivière ce soir-là. On ne l'a jamais revue vivante. J'ai obtenu ce que je voulais, j'ai épousé Yeshua. Mais 3 ans après notre mariage, alors que j'étais enceinte de son enfant, Yeshua m'a conduite au bord de la rivière, sans la moindre compassion. Je l'ai supplié du regard, je l'ai imploré de penser à notre enfant à naître, mais ses mots furent aussi glacials que le vent qui nous entourait. Juliana, a-t-il murmuré avec mépris, toute cette histoire de destin prospère n'est qu'un vieux conte. Qui y croit encore ? Tu as utilisé cette fable ridicule pour me piéger dans ce mariage. Heidi est morte à cause de toi. Maintenant, va la rejoindre. Après cela, tout est devenu noir. Je me souviens seulement du bruit de l'eau, puis du silence. Ensuite, un vide. Et plus rien. Jusqu'à ce que, sans comprendre comment, j'ouvre de nouveau les yeux. À un autre moment. Un nouveau départ. J'étais revenu au même jour où Yeshua avait déclaré son amour pour Heidi. Cette fois, j'observais tout avec une froide indifférence. Voyons, ai-je pensé. Sans mon soi-disant destin favorable, éviteront-ils tout de même la ruine ? Maman, je veux épouser Heidi. Je n'aime pas Juliana, criait Yeshua, la voix pleine de colère. Comment pouvez-vous croire à de telles superstitions après tant d'années ? Une ruine familiale ? Ce ne sont que des histoires inventées par des femmes désespérées de se marier avec des riches. Notre entreprise est florissante. Comment pourrions-nous faire faillite ? Je ricanai froidement à ces paroles. Il ne voyait clairement pas les fissures déjà visibles dans les fondations de l'Empire Grant. S'il ne sécurisait pas rapidement une femme au destin propice, l'effondrement serait inévitable. Et Heidi n'était d'aucune aide. Son destin apportait la malchance à tout homme qui l'épousait. Dans ma vie passée, j'avais signalé cela, et les parents de Yeshua s'étaient fermement opposés au mariage. Mais cette révélation m'avait coûté la vie. Cette fois, je ne dirai rien. Qu'ils se détruisent eux-mêmes. Oncle Dimitri, j'aime vraiment Yeshua, sanglotait Heidi à mes côtés. S'il vous plaît, laissez-nous être ensemble. Les parents de Yeshua semblaient indécis. Il était leur fils unique, et il l'avait toujours trop gâté. Maintenant qu'il savait qu'il aimait Heidi, bien sûr qu'il voulait exaucer son souhait. Juliana, pourquoi ne pas vous marier toutes les deux avec Yeshua ? Proposa brusquement tante Sylvia, sans même essayer d'adoucir ses mots. Je sais que la monogamie est la loi maintenant, mais toi aussi tu aimes Yeshua. Laisse-le épouser Heidi officiellement. Tu n'as pas besoin de titre, reste simplement à ses côtés. Je la regardais et je souris. Dans ma vie précédente, quand je leur avais parlé du destin malheureux de Heidi, ils n'avaient même pas envisagé une solution pareille avec moi. À présent, je comprenais, ils avaient tout prévu dès le départ. Ils voulaient mon destin, mais pas moi. Ils étaient trop indulgents avec leur fils pour le forcer à épouser une femme qu'il n'aimait pas. Mais ils n'étaient pas prêts à perdre celle qui pouvait sauver leur famille. Alors, ils avaient tenté d'avoir les deux. Et moi, je suis tombé droit dans leur piège. Je suis désolé, oncle Dimitri, tante Sylvia, déclarai-je calmement en me levant. Puisque vous avez déjà choisi votre belle-fille, je ne m'interposerai pas. Une fois ma phrase terminée, leurs sourires s'évanouirent. Jamais ils n'auraient imaginé que je refuse. Après tout, ils savaient à quel point j'aimais Yeshua. Juliana, n'étais-tu pas celle qui aimait le plus Yeshua ? Demanda tante Sylvia, incrédule. Je lui fis un léger sourire et répondis. Tante Sylvia, puisque Yeshua aime Heidi, je choisis de le laisser partir. Juliana, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Demanda Yeshua d'un ton sombre en me fixant. Tu veux dire que tu ne veux plus m'épouser ? N'as-tu pas dit que tu ne voulais épouser que Heidi ? Je ne fais que t'accorder ce que tu voulais. Ou cela ne te convient-il plus, maintenant ? Je soutins son regard, calme et sereine. Ma réponse le laissa sans voix. Il savait depuis le début qu'il voulait tout, épouser Heidi officiellement et me garder dans l'ombre comme épouse cachée. Si c'était cela, pourquoi devrais-je continuer à jouer leur jeu ? Juliana, réfléchis bien.
Je suis prêt à t'épouser, et tu n'es toujours pas satisfaite? N'oublie pas que tu es orpheline. Si je ne t'épouse pas, qui le fera? Ces mots transpiraient l'arrogance et le mépris. Je le fixai dans les yeux et lui répondis froidement. Tu n'as pas à t'inquiéter pour cela, monsieur Grant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les femmes comme moi, bénies d'un destin censé apporter la prospérité à leur époux, ne manquaient jamais de prétendants. La seule raison pour laquelle je ne m'étais pas déjà mariée, c'était mon entêtement à vouloir devenir son épouse. J'avais repoussé de nombreux hommes bien pour lui. Et en retour, que m'avait-il donné? La trahison, de lui et de toute sa famille. Puisque la famille Grant a fait son choix, je vais me retirer maintenant, dis-je en me levant pour les affronter tous les trois. Juliana, je sais que tu aimes Yeshua, cria Heidi derrière moi, mais ne peux-tu pas penser à ce qui est le mieux pour lui? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne l'épouserais-tu pas? Je me retournai pour la regarder. Ses yeux brillaient de triomphe. Je ne l'aime plus. Il est à toi, maintenant. Je le dis clairement, sans émotion. Le visage de Yeshua s'assombrit aussitôt. Juliana, tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement, lança-t-il. Je souris. Ne t'en fais pas. Je n'ai jamais été aussi sûre de moi. Je vous souhaite à toi et à ma chère cousine une vie pleine de bonheur ensemble, Yeshua. Sur ces mots, je fis demi-tour et quittai la maison des Grant. Derrière moi, j'entendis tante Sylvia murmurer anxieusement à son fils. Yeshua, tu devrais peut-être épouser Juliana. Laisse Heidi être ta maîtresse. Mais Yeshua regarda le visage en larmes de Heidi, avec détermination. Ne t'inquiète pas pour Juliana. Tu ne la connais pas? Elle a utilisé toute cette histoire de destin prospère pour intimider Heidi pendant des années. Elle fait juste un caprice. Elle reviendra en rampant dans quelques jours, me suppliant de l'épouser. En entendant ces mots alors que je franchissais le seuil, je laissai échapper un rire froid. Revenir? Jamais. J'avais maintenant ma propre vie. Une nouvelle vie. Je sortis mon téléphone et composai un numéro. Quand la ligne se connecta, je n'hésitai pas. Tu veux te marier? Quand nous sortîmes de la mairie, Harold riait encore. Juliana, je n'arrive pas à croire que tu aies vraiment accepté de m'épouser, dit-il en souriant jusqu'aux oreilles. Cet homme, c'était Harold Sandoval, l'un des plus célèbres playboys de l'élite new-yorkaise. Nous nous étions rencontrés il y a des années, et dès notre première rencontre, Harold avait commencé à me courtiser. À l'époque, tout le monde savait que j'étais la fiancée de Yeshua. Pourtant, Harold n'a jamais abandonné. Au contraire, son amour est devenu encore plus intense. Lui et Yeshua avaient toujours été de féroces rivaux. Dès qu'ils se voyaient, c'était comme le feu et l'huile, le conflit était immédiat. Je savais que Yeshua le détestait. Et c'est alors que j'ai commencé à me détacher progressivement de lui. Je me souviens encore du jour où j'ai rejeté fermement Harold. Il semblait brisé. Son sourire insouciant habituel avait disparu. Finalement, il s'est tourné pour partir. Mais avant de s'en aller, il est revenu vers moi. J'attendrai, m'a-t-il dit. Si un jour Yeshua cesse de t'aimer, je serai le premier à revenir et à t'épouser. À ce moment-là, je n'aurais jamais cru que ce serait possible entre nous. Après tout, j'étais follement amoureuse de Yeshua. Mais je m'en souviens très clairement. Même dans ma vie passée. Quand je me noyais, englouti par les eaux glacées de la rivière, j'ai aperçu Harold au loin. Il courait vers moi, paniqué. Malheureusement, il est arrivé trop tard pour me sauver. Juliana, j'ai quelques affaires à régler à l'étranger. Je reviendrai dès que j'aurai terminé, m'a-t-il dit avec un sourire. Je lui ai souri en retour et j'ai hoché la tête. À présent, j'étais mariée à Harold. Dès cet instant, je n'appartiendrai plus à personne d'autre. Moi, qui étais née avec un destin censé apporter la prospérité à un homme, je venais de lui transmettre cette bénédiction. Quant à Yeshua, qu'il pourrisse dans le chaos qu'il a lui-même créé. Après avoir personnellement dit au revoir à Harold, je suis rentrée chez moi. Mes parents étaient morts depuis plusieurs années, et depuis lors, je vivais seule. À l'époque, les parents de Yeshua voulaient que je m'installe chez eux. Après tout, ils m'avaient déjà acceptée comme leur future belle-fille. Mais Yeshua s'y était opposé farouchement. Je ne l'ai donc jamais fait. En y repensant, tout devenait clair. Il était déjà impliqué avec Heidi. Rien que d'y penser, je ne pus m'empêcher de rire de ma propre naïveté. Il y avait tant de signes de leur relation. Même si, au fond,
je savais qu'il ne m'aimait pas, je m'accrochais encore à l'idée de l'épouser. Et cette dévotion aveugle m'avait mené à la mort. Je me souviens du moment où l'eau m'a enveloppé, du froid qui m'a saisi. Puis tout s'est éteint. Mais dans cette vie, je ne laisserai plus jamais les choses aller aussi loin. Tandis que j'étais perdu dans mes pensées, mon téléphone vibra, un message de Harold. Supérieur à je viens d'atterrir. Dès que j'aurai fini ici, je reviendrai et t'offrirai le mariage grandiose que tu mérites. Je souris en lui répondant, lui souhaitant de rester en sécurité. Puis je posai le téléphone et me préparai à dormir. Ce que je n'attendais pas, c'était que, juste au moment où je commençais à sombrer dans le sommeil, Yeshua appelle soudainement. « Juliana, où es-tu en ce moment ?» demanda-t-il d'une voix froide et tranchante. « Que se passe-t-il, Yeshua ?» répliquai-je en fronçant légèrement les sourcils. « Tu es chez toi ? Je vais venir te voir. » Je haussai un sourcil et répondis avec froideur. « Ce n'est pas la peine. Il est tard. Je suis déjà couché. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, ne me dérange plus. » Il y eut un bref silence, suivi du bruit de sa respiration lourde. Puis il reprit d'une voix plus dure encore. « Juliana, je vais venir te chercher. Sors et viens me retrouver. » J'entendis l'ordre dans sa voix et laissai échapper un rire glacial. Je n'ajoutai rien. Je raccrochai. Sans hésiter, je bloquai son numéro. Je n'avais plus aucune raison de le garder. Entre lui et moi, tout était terminé. Après cela, je me recouchai. Être réveillé au milieu de la nuit était déjà assez agaçant, mais à peine avais-je commencé à m'assoupir à nouveau qu'un coup fort frappa ma porte, me tirant violemment du sommeil. 3 coups. Nets. Sourds. Urgent. Je me redressai d'un bond, comme si un éclair m'avait traversé l'échine. Un instant, je crus avoir rêvé. Mais le coup suivant, encore plus fort, dissipa tout doute. Je me levai, le cœur battant à tout rompre. Je n'allumai pas la lumière. Je marchai lentement jusqu'à la fenêtre. J'écartai légèrement les rideaux. Yeshua était là, debout devant ma porte. À 3 heures du matin. Sans manteau. Trempé par la pluie. La mâchoire crispée, les poings serrés le long du corps. Je ne bougeais pas d'un pouce. Je l'observais depuis les ombres comme un étranger. Comme si je n'avais jamais aimé ce visage. Ce même visage qui un jour m'avait supplié de patienter. Avant de me livrer à la rivière. Il leva la main. Mais cette fois, il ne frappa pas. Il la posa simplement contre la porte, comme s'il pouvait sentir ma présence. Je ne sais pas combien de temps s'écoula. Peut-être quelques minutes. Peut-être des heures ralenties par la pluie. Puis, il fit un pas en arrière, regarda la serrure, murmura quelque chose d'inaudible. Et s'en alla. Je retournai me coucher. Mais je ne pus plus dormir. Le lendemain matin, les yeux encore rouges, je reçus un appel de Harold. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il sans détour. « Quelqu'un m'a envoyé une note anonyme cette nuit. Elle disait qu'il t'arriverait quelque chose si tu restais dans cette maison. » Mon sang se glaça. Je lui racontai les coups à la porte. Il ne parut pas surpris. « Juliana, il faut qu'on parte d'ici. J'ai une maison à Boston. On peut disparaître quelque temps. Considère ça comme une pause pour nous deux. » Je n'ai pas hésité. 3 jours plus tard, sans prévenir personne, Harold et moi avons quitté New York. Nous avons laissé derrière nous la ville, les ombres, les murmures. À l'arrière de la voiture, une mallette remplie de documents, mon ordinateur portable et l'ancienne bague de fiançailles de Yeshua, que je n'avais pas encore eu le courage de jeter. Boston nous accueillit avec un ciel gris et un vent de renouveau. La maison qu'Harold avait achetée était une demeure ancienne rénovée, avec des colonnes blanches, de hautes fenêtres et un jardin rempli de roses sauvages. Trop romantique pour une histoire comme la nôtre, pensai-je. Mais en même temps, elle était parfaite. Harold me tendit la main en sortant de la voiture. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés par le voyage, sa barbe de 2 jours soulignait son visage élégant, et son sourire en coin avait toujours le pouvoir de me désarmer. Il portait son habituel long manteau noir, et avec sa démarche assurée et son regard droit, il semblait tout droit sorti d'un magazine. « Bienvenue chez nous, Juliana. » Je ne répondis pas. Je le pris simplement dans mes bras. Un long câlin, silencieux. Un câlin qui n'était pas encore d'amour,
mais de refuge. Ce soir-là, alors que nous déballions nos affaires, une sonnerie sur mon téléphone me fit sursauter. Un message. Numéro inconnu. Supérieur à si tu t'éloignes, il tombera. Mais si tu restes, tu tomberas aussi. Un frisson me traversa la colonne vertébrale. Harold remarqua aussitôt le changement sur mon visage. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, mentis-je en bloquant le numéro. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Arriver à Boston, c'était comme fuir un miroir brisé pour entrer dans une toile encore vierge. Pendant les premiers jours, c'est le silence qui pesait le plus. Aucun appel. Aucun murmure dans mon dos. Aucune question déplacée. Juste le craquement du parquet ancien sous mes pas, le parfum discret de cannelle qu'Harold tenait à conserver dans la cuisine, et le bruit de la pluie sur les vitres du bureau. Je ne parlais pas beaucoup. Harold ne me forçait à rien. Il me laissait de l'espace, mais il m'observait. Je remarquais comment sa barbe s'épaississait au fil des jours, comment ses yeux parcouraient rapidement l'écran de son ordinateur, comment ses doigts s'attardaient une seconde de plus sur ma tasse de thé avant de me la tendre. Il était bel homme, oui. Cheveux foncés, peau claire, mâchoire marquée, expression détendue. Il avait cette assurance tranquille des hommes qui savent toujours où ils vont. Notre mariage restait un geste symbolique, spontané. Mais on commençait à goûter à la réalité de la vie à deux. Nous dormions dans des chambres séparées. Parfois, je l'entendais marcher dans le couloir au beau milieu de la nuit. Ce bruit, étrangement, me rassurait. Un matin, en descendant l'escalier, je le trouvais dans l'entrée, avec un sourire énigmatique. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il avec ce regard qui en disait toujours plus que ses mots. Nous montâmes en voiture et prîmes la route vers le centre de Boston. Des rues pavées, des façades de briques rouges, des arbres qui commençaient à perdre leurs feuilles. Il s'arrêta devant un immeuble discret, élégant, avec de grandes fenêtres au cadre noir. Sur la porte, un panneau fraîchement installé. Morgan Sandoval, conseil stratégique en héritage. Tu avais dit que tu voulais recommencer, expliqua-t-il. Alors j'ai pensé. Pourquoi ne pas utiliser ton véritable talent ? Je restais figé. C'était comme s'il avait lu la pensée la plus secrète de mon cœur. J'avais toujours eu un instinct naturel pour les lignées, les patrimoines familiaux, les héritages condamnés. Un don que j'avais ignoré pendant des années, à courir après un homme qui ne m'avait jamais aimé. Et l'ordre des noms ? Demandai-je en effleurant la plaque. Harold esquissa un sourire en coin. Morgan d'abord, répondit-il. Toujours. Dans les jours suivants, nous avons tout préparé. Un mobilier sobre, une équipe discrète mais efficace, 2 assistantes, l'une experte en généalogie familiale, l'autre spécialisée en évaluation de risques dynastiques. En peu de temps, le nom Morgan circulait à nouveau dans la haute société. Personne ne l'associait au Grant. Personne ne l'associait à moi. Jusqu'au lundi suivant, où une nouvelle cliente franchit la porte. Talons fins, queue de cheval tirée, lèvres écarlates. Une femme d'une trentaine d'années, très raffinée, parfum coûteux. Elle portait une chemise en soie, et une chemise cartonnée en cuir. En la voyant, je sus immédiatement qui elle était, la nouvelle fiancée de Yeshua Grant. « Je suis Madeleine Walsh », dit-elle en me tendant la main. « On m'a parlé de vous en bien. Je viens évaluer la stabilité patrimoniale de mon avenir familial et de mes fiançailles. » Mon sourire ne trembla pas. Je lui proposai un café. Je l'invitai à s'asseoir. J'allumai l'enregistreur. « Yeshua est-il un bon partenaire pour vous ? Émotionnellement et financièrement ? » demandai-je. Elle rit, avec un mélange d'arrogance et de contentement. « Il est intense, ambitieux, séduisant. Je n'ai besoin de rien d'autre. » Je l'écoutais en silence. La façon dont elle parlait de Yeshua, comme d'un bien à acquérir. Son insouciance. Son ignorance. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Ni de ce dont il était capable. « Je dois savoir si l'épouser serait une bénédiction ou une malédiction, dit-elle en se levant. « Cela dépend de ce que vous appelez une malédiction, répondis-je en refermant mon carnet. Elle partit sans savoir. Mais moi, je compris. Les Grant tentaient encore désespérément d'échapper à la chute. Et le destin les avait guidés droit jusqu'à moi. Une semaine après la visite de Madeleine, le rapport était prêt. Je le signai à l'encre bleue, comme toujours lorsque quelque chose devait être définitif.
Je n'avais voulu déléguer à personne. J'avais vérifié chaque ligne, chaque croisement de données, chaque clause rattachée à la fortune des Grant. Les chiffres ne mentaient pas. La chute n'était plus une menace. C'était une faille ouverte. Leurs lignes d'investissement étaient saturées de dettes dissimulées sous des noms secondaires. Leurs biens immobiliers, gonflés par des décennies de spéculation, perdaient de la valeur après le retrait discret de deux partenaires principaux. Et leurs derniers fonds avaient été absorbés par une société appartenant à Harold. Oui. Le hasard. Ou peut-être quelque chose de plus sombre. Avait orchestré une chute parfaite. Je n'avais rien fait. Je n'avais rien provoqué. J'avais juste observé. Et le goût de l'ironie était doux. Ce matin-là, j'amenai le rapport au bureau. Je le remis en main propre à Madeleine et l'observai lire les premières pages. Ses lèvres se crispèrent. Elle me regarda avec un mélange d'incrédulité et d'alerte. C'est réel ? Chaque chiffre, chaque nom. Tous vérifiés, répondis-je sans ciller. Pourquoi personne ne m'en a parlé avant ? Peut-être que personne n'osait. Ou peut-être qu'il ne savait pas où chercher. Elle prit le dossier avec des mains tremblantes. Elle ne demanda pas plus de détails. Elle partit en silence. Mais ce soir-là, je reçus un message. Pas de Madeleine. De Heidi. Supérieur, as-tu prends du plaisir, hein ? À salir son nom. Est-ce que ça te donne un sentiment de puissance ? Je ne répondis pas. Je rangeai mon téléphone dans le tiroir et refermai la porte du bureau. Le soleil tombait sur Boston, peignant les murs d'orange. Je m'assis dans le fauteuil près de la fenêtre et fermai les yeux quelques secondes. Je laissai le silence me parler. J'avais tant attendu ce moment. La justice. L'équilibre. Une forme de réparation contre les abus cachés derrière des noms brillants et des poignées de main mensongères. Mais ce que je ressentais, ce n'était pas de la vengeance. C'était du soulagement. Ce soir-là, Harold rentra tard. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient. « Tu as entendu parler du retrait des investisseurs de Grant Holdings ? Demandai-je en haussant un sourcil. Il sourit, retira son manteau, accrocha ses clés, sans me quitter des yeux. Aujourd'hui, nous avons signé l'acquisition du complexe Grant West. Prix de liquidation. Je clignai des yeux. Ce complexe était la fierté architecturale des Grant. C'était là que les héritiers se mariaient depuis des générations. Le symbole de leur pouvoir. Tu l'as fait exprès, murmurai-je. Je joue bien mes cartes. Mais je reconnais. C'était satisfaisant. Nous restâmes silencieux. Pour la première fois, je sentis que Harold et moi étions du même côté. Pas seulement sur le papier. Pas seulement par stratégie. En synchronie. Pendant ce temps, Yeshua faisait la une. Supérieur à la chute de l'héritier doré. Grant, d'empire familial à risque financier. Qui est Madeleine Walsh et pourquoi se retire-t-elle ? Les médias ne connaissaient pas toute l'histoire. Mais moi, si. Et je savais que ce n'était que le début. Le lendemain, Madeleine revint au bureau. Elle n'était plus une cliente. Elle était une femme en guerre avec elle-même. J'ai tout annulé, dit-elle dès qu'elle franchit la porte. Les fiançailles. Je ne vais pas l'épouser. Je restai silencieuse. Je sais que tu le connais, ajouta-t-elle. Elle me regarda pour la première fois comme si elle me voyait vraiment. Je ne confirmai rien. Je ne démentis rien. Elle laissa échapper un rire amer. Cet homme est comme un jardin sans racines. Joli à voir, mais incapable de tenir debout. Elle partit sans ajouter un mot. Mais sa phrase resta suspendue dans l'air comme une vérité nue. Et là, je compris. La malédiction n'était plus une vieille légende. Elle était bien réelle. Et la famille Grant venait d'entrer dans son hiver. Le matin où Madeleine rompit ses fiançailles, quelque chose se scella en moi. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la justice. C'était comme si une pièce restée close pendant des années venait d'être enfin aérée. Mais ce soir-là, Harold était étrange. Nous avons dîné en silence. Il ne toucha presque pas à son verre de vin. Je l'observais à la dérobée, tentant de deviner ce qui avait changé. Son visage restait calme, mais son esprit était ailleurs. Après le dîner, il se leva et alla sur la terrasse. Je le suivis sans dire un mot. La nuit était fraîche.
Le ciel dégagé. La ville, en contrebas, brillait comme une couverture de lumière dorée. Ça va ? Demandai-je enfin. Il mit un moment à répondre. Quand il le fit, sa voix était douce, mais posée. J'essaie de te comprendre, Juliana. Je ne répondis pas. Je le regardais. Ses mains dans les poches de son manteau, la tête légèrement penchée, comme s'il cherchait des réponses dans le vent. Nous sommes mariés, mais je ne sais pas si je t'ai vraiment. Je ne sais pas si tu es ici. Ou simplement en fuite. Ces mots me transpercèrent. Harold. Commençai-je, mais il leva la main. Ne te méprends pas. Je n'exige rien. Je veux juste savoir si cette maison, cette vie, ont un sens pour toi. Ou si tu espères encore qu'ils reviennent. Je restai muette. Pas parce que je n'avais pas de réponse. Mais parce que je ne savais pas si j'avais le droit de la dire. Harold me regarda enfin. Ses yeux avaient ce mélange de tristesse et de tendresse qui me désarmait. J'allais te proposer une vraie cérémonie. Un mariage public. Que tu invites qui tu veux. Mais maintenant. Je ne sais plus. Il fit un pas en arrière. La porte de la terrasse se referma derrière lui. Je restai seule, le froid s'infiltrant sous l'encolure de ma robe, et le cœur battant comme un avertissement. Ce n'était pas de la colère. C'était de la peur. La peur de perdre quelque chose que je n'avais peut-être pas encore appris à aimer. Cette nuit-là, je ne dormis pas. À l'aube, je sortis marcher dans le jardin. Les roses sauvages que Harold avait plantées commençaient à s'ouvrir. Au milieu de l'allée, je trouvai une petite boîte noire. À l'intérieur, un anneau. Simple. Élégant. Un diamant sur or blanc, sans fioriture. En dessous, une note manuscrite. Supérieure à une bague ne signifie pas l'amour. Mais parfois, elle promet d'apprendre à aimer. Je pleurais pour la première fois depuis longtemps. Pas de tristesse. Pas de rage. Pas de trahison. Je pleurais parce que je compris qu'un homme, sans rien exiger de moi, était prêt à rester. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison. Harold était dans le bureau. En me voyant, il se leva comme s'il s'attendait à une confrontation. Mais je ne dis rien. Je m'approchai de lui et le serrai dans mes bras. Je suis là, murmurai-je. Pas pour lui. Pour toi. Pour moi. Pour ce que nous ne savons pas encore être. Mais que nous pourrions apprendre ensemble. Il n'y eut pas de promesse. Pas d'anneau au doigt. Seulement deux êtres qui tentaient de se reconstruire. Le nom Grant réapparut dans les gros titres. Pas pour des investissements. Ni pour des œuvres de charité. Ni pour des célébrations familiales. Mais pour des rumeurs. Des scandales. Une faillite en marche, lente, mais certaine. Chaque matin, les journaux en ligne ajoutaient une fissure de plus. Biens hypothéqués, plaintes croisées entre associés, investisseurs étrangers exigeant des retraits immédiats. Madeleine disparut de la scène. Tout comme le sourire confiant de Yeshua lors de ses interviews. Je restais en retrait. Du moins. Jusqu'à ce que mon visage apparaisse à l'écran. Je le vis par hasard dans une salle d'attente. Sur l'écran accroché au mur, une journaliste déclarait. Supérieure à Juliana Morgan, la femme que la famille Grant décrivait comme porteuse de chance, vit aujourd'hui à Boston avec Harold Sandoval, rival déclaré de Yeshua Grant. Coïncidence? Ou vengeance soigneusement orchestrée? Mon visage était là. Une vieille photo. Souriante. Naïve. La même Juliana qui autrefois rêvait d'une bague. Et qui s'était retrouvée au fond d'une rivière. J'éteignis l'écran, et quittai la pièce. En rentrant chez moi, Harold savait déjà. Il m'enlaça par la taille et m'embrassa le front, comme s'il pouvait me protéger d'une tempête qui approchait à grand galop. Tu n'as rien à m'expliquer, dit-il. Mais ce n'était pas à lui que je devais des explications. C'était au reste du monde. À moi-même. 2 jours plus tard, je reçus une invitation inattendue. Un dîner de gala caritatif organisé par la Fondation Walcott. Sur la liste des invités figuraient politiciens, philanthropes et, parmi eux, Heidi, Yeshua Grant. Et aussi, curieusement, Juliana Morgan et Harold Sandoval. C'est un piège? Demanda Harold, lisant l'invitation à la lumière douce de la salle à manger. Je ne sais pas, répondis-je. Mais c'est une opportunité. Harold me regarda.
Il n'avait pas besoin de demander ce que j'allais faire. Ce soir-là, je portais une robe noire, ajustée, épaules dénudées, décolleté discret. Cheveux lâchés en vagues douces. Boucles d'oreilles en émeraude. Ce n'était pas de l'ostentation. C'était un rappel, la ruine ne m'avait jamais atteinte. Harold portait un smoking parfaitement taillé. Sa barbe était bien taillée, son parfum discret. Le genre d'homme qui impose le respect sans élever la voix. Lorsque nous entrâmes dans le salon, tous les regards se tournèrent. Pas vers Harold. Vers moi. Les conversations s'atténuèrent. Les verres tremblèrent dans des mains peu sûres. Et alors, je la vis. Heidi, assise aux côtés de Yeshua. Robe dorée. Maquillage impeccable. Et ce sourire. Ce sourire doux et venimeux qu'elle arborait lorsqu'elle préparait quelque chose. Elle se leva et marcha vers moi comme si nous étions deux amies d'enfance qui se retrouvaient. Juliana, dit-elle en m'embrassant les deux joues avec une chaleur feinte. Quel plaisir de te voir. Tu as l'air rétablie. Toi aussi tu es ravissante. Presque méconnaissable, répondis-je avec un sourire. Ses yeux brillèrent d'une étincelle de rage, vite éteinte. Tu sais, ma grand-mère disait toujours que les personnes maudites entraînent tout ce qu'elles touchent dans leur chute. Intéressant, répondis-je. Je croyais que c'était toi qui ne savais pas nager. L'attention figea l'air. Puis une photographe apparut, demandant un cliché des 3 personnalités les plus influentes de la soirée. Heidi sourit. Elle se plaça entre Harold et Yeshua. Je restais légèrement à l'écart. Lorsque la photo fut prise, Harold posa sa main sur ma taille. Ferme. Visible. Incontestable. Yeshua ne le supporta pas. Juliana, dit-il plus tard, quand il me retrouva dans le jardin. Tout ça, c'était un plan dès le début. Je le regardais. Il avait le visage creusé, plus maigre. Son arrogance fanée. Il était encore beau, mais plus lumineux. Pas tout, répondis-je. Seulement ce qui méritait d'être planifié. Heidi dit que tu as détruit ma mère. Que c'est ta faute si elle est tombée malade. Je le regardais avec pitié. L'ambition de ta famille a rendu tout le monde malade. Moi, j'ai juste décidé de ne pas en mourir. Je m'éloignais sans attendre sa réponse. Derrière moi, sa voix résonna. Elle n'était plus dure, mais brisée. Tu m'aimes encore ? Je ne répondis pas. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Harold m'aida à retirer mes talons. Il s'agenouilla devant moi. Me regarda comme on regarde un refuge, pas une conquête. Et je sus, sans doute, que plus jamais je ne me retournerai vers le passé. Moins. Les jours suivants le gala furent comme marcher sur du verre. Les réseaux sociaux explosèrent en théorie. Supérieur à Juliana Morgan et Harold Sandoval, première apparition publique. La femme qui a vaincu la malédiction. Yeshua Grant est toujours amoureux. Mais le titre qui me perturba le plus fut celui-ci. Supérieur à celle qui est revenue pour les anéantir. Il figurait dans une chronique signée par un journaliste proche des Grant. Le langage était mesuré, mais l'insinuation claire. Que j'avais manipulé la chute de Yeshua. Pire encore, que la mort de sa mère avait eu lieu juste après ma visite à leur maison, des années plus tôt. Des mensonges. Tous. Mais des mensonges dangereux. Ils veulent que tu réagisses ? Dit Harold en lisant l'article avec son café du matin. Que tu t'effondres ? Que tu perdes ton sang-froid en public ? Alors je leur donnerai le contraire, répondis-je. Élégance. Contrôle. Et exposition. Harold me lança ce regard complice que je connaissais bien. Dans son monde, désormais aussi le mien, la vengeance ne se criait pas. Elle se servait sur un plateau d'argent. C'est ainsi que naquit mon idée. Un événement. Un dîner privé dans notre demeure de Boston, sous couvert d'une levée de fonds pour la restauration des bibliothèques publiques. Des invitations personnalisées furent envoyées aux familles les plus influentes. Des politiciens, des célébrités. Et bien sûr, les Grant. Nous l'appelâmes « la nuit des héritages ». La préparation dura 2 semaines. Chaque détail fut soigné. Bougies en cristal soufflé, couverts en argent, musique en direct, traiteur français. Mais l'essentiel était sur la liste d'invités. Tous confirmèrent leur présence. Même Heidi. Le soir venu, tout brillait.
Je portais une robe en soie verte émeraude, cintrée à la taille, dos nu. Cheveux relevés en chignon bas. Maquillage subtil, élégant. Mais inoubliable. Quand les graines arrivèrent, les murmures s'élevèrent. Heidi, au bras d'un Yeshua plus pâle, plus effacé. Elle souriait. Lui, faisait semblant. Je les saluais poliment. Aucune provocation. Juste de la diplomatie. Durant le dîner, je prononçais un court discours sur l'éthique des lignées, la responsabilité intergénérationnelle. Et la vérité, plus précieuse que l'image. Chaque mot était une aiguille dans la conscience de ceux qui devaient l'entendre. Mais le coup final arriva à la fin de la soirée. J'annonçais une vente aux enchères secrètes. Parmi les objets proposés, dis-je d'une voix calme, une pièce spéciale offerte anonymement, une série de documents détaillant des investissements ratés, des comptes croisés, des clauses cachées. D'une entreprise autrefois au sommet du pays. Les murmures redoublèrent. Les fonds récoltés permettront de créer un fonds juridique gratuit pour les employés licenciés injustement lors de l'effondrement de certaines entreprises familiales. Heidi devint aussi pâle que le marbre. Yeshua serra les dents. Je ne prononçais jamais le mot Grant. Il n'était pas nécessaire. Des heures plus tard, alors que je raccompagnais les invités, Heidi s'approcha. Son maquillage parfait ne masquait pas la rage dans ses yeux. « Que veux-tu, Juliana ?» « Montrer la vérité, répondis-je calmement. Que chacun voie ce qu'il est prêt à voir. Tu joues avec le feu. Alors fais attention de ne pas te brûler toi-même. Elle partit sans répondre. Quand la porte se referma, Harold me regarda avec un sourire. Tu as brillé ce soir, dit-il. Ce n'était pas un spectacle, répondis-je. Ce n'était pas une leçon. Et pour la première fois, je sentis que le vrai pouvoir. Ce n'était pas la vengeance. C'était la justice. Avec élégance. Moins. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Trop calmes. Pas d'appel. Pas de nouveaux scandales. Pas de provocation. Comme si, pour la première fois, les Grant comprenaient qu'ils avaient perdu. Je me levais tôt. Je marchais dans le jardin. Je prenais mon café dans la serre qu'Harold avait aménagée comme mon refuge. Là, poussaient des camélias, des bougainvilliers. Et des orchidées rebelles qui ne fleurissaient jamais complètement. Elles me ressemblaient. Belles. Mais indomptables. Harold avait commencé à travailler depuis la maison. Il m'accompagnait en silence, me préparait le petit déjeuner, me lisait à voix haute des passages de livres. Certains après-midi, nous jouions aux échecs. Il gagnait presque toujours. Presque. Un après-midi, alors que je rangeais les livres dans la bibliothèque, je trouvai une vieille boîte. Elle était en haut d'une étagère, couverte de poussière. À l'intérieur, un carnet à la couverture de cuir craquelé, avec une inscription à peine lisible. Eleanor Morgan. Ma mère. Mon cœur manqua un battement. Je m'assis par terre, entre les livres et les souvenirs, et je commençai à lire. Les premières pages étaient simples. Notes sur les plantes, remèdes naturels, dessins de fleurs. Mais au fil des pages, l'encre devenait plus dense. Plus sombre. Plus lucide. Supérieur à aujourd'hui, j'ai rêvé d'un visage inconnu. Un homme qui porte une malédiction dans son sang. On dit que les Morgan sont faites pour eux. Mais je pense que nous sommes faites pour les briser. Je tournais les pages comme si elles brûlaient. Les dernières portaient des dates correspondant à mon enfance. Il y avait des descriptions de réunions avec les Grant, des notes sur des pactes, des avertissements sur leurs véritables intentions. Et une phrase entourée d'un cercle. Supérieur à si le sang d'une Morgan se mêle à celui d'un Grant, lui vivra. Mais elle mourra. Je perdis mon souffle. Je compris. Ma mort dans cette vie passée n'était pas le fruit du hasard. C'était le destin. Le vieux pacte pesait encore. Et ma renaissance, cette seconde chance, avait brisé la chaîne une fois pour toutes. Je rangeais le carnet. Je ne pleurais pas. Je compris. Ce soir-là, je descendis dîner. Harold servait du vin. Il m'observa en silence pendant que je m'asseyais. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. « J'ai trouvé quelque chose sur ma mère, » répondis-je. « Quelque chose qui explique pourquoi je suis encore en vie. » Il ne posa pas d'autres questions. Il me servit du vin, leva son verre et porta un toast.
À ce qui reste mystérieux. Aux réponses qui arrivent tard. Mais juste à temps. Cette nuit-là, nous avons dormi ensemble. Pas comme amants. Comme deux personnes qui se choisissent, même dans le silence. Le lendemain matin, je me réveillais avec une table dressée. Pain chaud, fruits coupés, thé au miel. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je à moitié endormi. Je voulais juste te voir sourire avant que la journée ne commence. Je le regardais. Grand. Sa barbe soigneusement négligée. Les cheveux un peu en désordre. Sa chemise pas entièrement boutonnée. Harold n'était pas un prince. Ni un sauveur. C'était un homme réel. Et il était là. Avec moi. Alors je le dis. Être ici avec toi, c'est se sentir enfin chez soi. Il ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha, caressa mon visage et m'embrassa le front. Et là, je sus que, pour la première fois, j'étais à ma place. Moins. Depuis que j'avais lu le journal de ma mère, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à ce que signifiait être une Morgane. On nous avait appelés les femmes au destin prospère, les porteuses de chance. Mais personne ne parlait du prix à payer. Personne ne parlait du sacrifice. Seulement de ce que les autres pouvaient gagner en nous gardant près d'eux. L'histoire, comme toujours, avait été racontée par des hommes. Mais le carnet de ma mère offrait une autre version. Quelques jours plus tard, je me rendis aux archives historiques de l'État. J'utilisais mon nom d'épouse pour ne pas attirer l'attention. Harold m'accompagna, mais me laissa seule. Il savait que je devais faire cela pour moi. Je passais des heures à fouiller dossiers, actes anciens, documents oubliés. Et je le trouvais. Un accord signé en 1849, entre mon arrière-arrière-grand-mère, Seraphina Morgan, et un certain Elijah Grant. Dans cet accord, les Grant recevaient des terres, des titres, et l'accès à des cercles européens. En échange de la protection et de l'honneur accordé au lignage Morgan. Une alliance de convenance. Un pacte de dépendance éternelle. Mais le détail le plus troublant se trouvait dans une clause, écrite en petites lettres, presque dissimulée. Supérieure à si le lignage Grant rompt l'engagement envers une Morgan désignée, sa fortune s'effondrera en 3 générations. Si la Morgan meurt injustement, la chute sera immédiate. Je dus m'asseoir. Je comprenais enfin tout. Ma vie passée. Ma mort. Ma renaissance. Leur chute. Tout était la conséquence directe de la violation de ce pacte. Et les Grant l'avaient toujours su. Peut-être était-ce la raison pour laquelle ses parents m'avaient accepté si facilement. Non pas par amour. Mais par peur de me perdre. Je sortis des archives en tremblant, des copies de documents sous le bras. Dehors, Harold m'attendait. D'un seul regard, il comprit que quelque chose avait changé. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai en main l'héritage qui peut les détruire entièrement. Ce soir-là, je contactai un vieil ami de ma mère. Un avocat à la retraite, encore influent dans les affaires de patrimoine. Je lui montrai les documents. Il écouta sans m'interrompre. Puis il releva la tête, surpris et respectueux. Si cela est porté en justice, vous ne récupérez pas seulement ce que les Grant vous ont pris. Vous pourrez aussi réclamer des compensations pour 3 générations. Je ne veux pas d'argent, répondis-je. Je veux le nom. La vérité. La reconnaissance. Je veux réécrire l'histoire. Il acquiesça. Alors prépare-toi. Ce ne sera pas un procès. Ce sera une guerre. Et ce fut le cas. Les avocats des Grant réagirent en moins de 48 heures. Menaces voilées. Propositions confidentielles. Tentative d'arrangement à l'amiable. Mais il n'y avait plus rien à négocier. Harold me soutint à chaque étape. Même quand des rumeurs circulèrent sur moi, sur ma mère, sur un passé qu'il voulait effacer. Entre-temps, un phénomène inattendu se produisit. D'autres familles anciennes me contactèrent. Des femmes, comme moi, utilisées par des clans puissants à des fins stratégiques. Des femmes avec des histoires semblables. Des blessures semblables. Et c'est ainsi qu'une idée naquit. Un projet qui allait tout changer. Un réseau juridique et financier pour protéger les héritières. Un nouveau legs. Indépendant des Grant. Je l'appelais, Fonds Seraphina, en l'honneur de celle qui avait tout commencé. Moins. Lorsque l'affaire devint publique, les médias cessèrent de m'appeler la femme au destin prospère. Désormais, j'étais
supérieure à l'héritière qui a brisé des siècles de silence. Et pour la première fois, je ne me sentais plus seule. La convocation au tribunal fut médiatisée. Pas en direct, mais couverte comme une chute royale. Supérieure à Juliana Morgan réclame justice pour un lignage effacé. Le procès qui pourrait enterrer la famille Grant à jamais. Les caméras m'attendaient à la sortie du tribunal. Mais je ne parlais pas. Je marchais aux côtés de Harold, vêtu d'un manteau gris clair, le visage serein. Je n'étais plus cette jeune femme qui tremblait à chaque mot prononcé contre elle. J'étais celle qui avait survécu à sa propre mort. Les Grant, eux, étaient divisés. Dimitri ne se présenta pas. Sylvia, amaigrie, envoya une lettre de conciliation. Yeshua, seul, sans costume, sans escorte, sans sourire. Nous nous croisâmes dans le couloir. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais » dit-il d'une voix cassée. « Au contraire » répondis-je. « Je le sais mieux que quiconque. »« Et qu'est-ce que tu veux ? Tout exposer ? Détruire un nom ?» Je le regardais droit dans les yeux. Ces yeux qui, autrefois, m'avaient fait croire à des promesses creuses. Je ne veux pas détruire un nom. Je veux libérer le mien. Et alors, contre toute attente, il craqua. Heidi m'a quitté. Elle ne veut plus d'un homme qui ne peut rien lui promettre. Elle m'a dit qu'elle a toujours su que tu étais la plus forte. Que je m'accrochais à une illusion. J'avalais ma salive. Non par compassion. Mais pour cette partie de moi qui, des années plus tôt, aurait pleuré pour lui. Tu m'as poussé dans la rivière, Yeshua. Je sais. Et chaque nuit, depuis, je rêve de ce moment. Je m'approchais. Je le regardais avec toute la vérité du monde. Je suis morte ce soir-là. Mais pas vraiment. Je suis morte comme femme naïve. Comme promesse trahie. Aujourd'hui, je suis plus vivante que jamais. Ses yeux s'embuèrent. Tu m'aimes encore. Je ne sais pas ce qu'il espérait. Un pardon. Une main tendue. Un peu de chaleur avant l'hiver. Plus maintenant, dis-je sans colère, sans tristesse. Mais je t'ai aimé tellement. Que cela te fera mal dans ta prochaine vie. Je m'éloignais. Sans me retourner. Moins. Le verdict tomba une semaine plus tard. Les Grant durent restituer les titres usurpés, verser des compensations légales et céder les droits d'auteur sur les documents historiques signés par Serafina Morgan. Le nom Grant ne portait plus aucun héritage. Leur manoir fut saisi. Leur fortune, dispersée. Le lignage était tombé. Mais moi. J'étais debout. Moi. Ce soir-là, Harold et moi avons marché dans le jardin. L'hiver approchait. Les branches étaient nues. Mais les racines. Solides. Tu as réussi ? Demanda-t-il en me prenant la main. Non. Nous venons de commencer, répondis-je. Je m'arrêtais devant une fleur qui avait éclos seule, contre toute logique, au milieu du froid. Une belladone blanche. La fleur préférée de ma mère. Celle qui n'avait jamais fleuri dans le jardin des Grant. Je la regardais. Et je compris que mon nom n'était pas une ombre. C'était une graine. Harold m'enlaça par derrière. Sa voix souffla à mon oreille. Juliana Grant est morte. Juliana Morgan vit. Je souris. Et je n'étais plus seule. Moins. Le jour de l'inauguration de la Fondation Serafina, il pleuvait. Pas une tempête menaçante. Mais une pluie fine, constante, presque mélancolique. Comme si le ciel savait que ce que nous étions sur le point de faire était sacré. Le bâtiment était prêt. Une ancienne bibliothèque restaurée au cœur de Boston. De grandes fenêtres, des plafonds hauts, et une plaque de bronze à l'entrée. Supérieure à fond Serafina. Pour les femmes destinées à bien plus que survivre. Harold et moi avons traversé ensemble l'allée centrale. Il portait un costume bleu nuit, impeccable, ses cheveux légèrement en désordre comme toujours. De temps en temps, ses yeux me cherchaient, comme s'il voulait s'assurer que tout cela n'était pas un rêve. Je portais une robe en blanc ivoire. Ce n'était pas une robe de mariée, mais elle en avait l'air. Pas parce que nous allions nous marier. Mais parce que quelque chose en moi était en train d'être consacré. Ma renaissance. Nous avions invité peu de gens. Des femmes que nous avions aidées. Des familles longtemps réduites au silence. De vieilles alliées. De nouvelles voix.
Il ne s'agissait pas de renommée, ni de revanche. C'était de la justice. C'était de l'histoire. Écrite par nous. Moi. Le discours d'ouverture m'appartenait. Pendant longtemps, dis-je, on nous a appris que le pouvoir venait des hommes autour de nous. Que notre valeur dépendait de ce que nous pouvions leur offrir, leur sauver. Ou leur sacrifier. Je regardais autour. Des visages attentifs. Des yeux humides. Mais aujourd'hui, nous sommes ici parce que nous avons choisi de réécrire notre destin. Parce que nous avons compris que nos histoires ne sont pas secondaires dans la vie des autres. Elles sont le cœur de notre propre vie. Un applaudissement éclata. D'abord lent. Puis fort. Unanime. Chaleureux. Moins. Après l'événement, Harold me guida en silence vers la serre, derrière le bâtiment. « Je veux te montrer quelque chose, dit-il. Parmi les plantes fraîchement plantées, il y avait un banc en marbre blanc. Gravé dessus, un message. Supérieur à Juliana Morgan. Parce que certaines fleurs ne poussent que lorsqu'elles n'ont plus peur du soleil. Je restais figé. Harold s'agenouilla. Sans boîte. Sans bague. Seulement ses mains vides. Et ses yeux pleins. Je n'ai pas besoin de cérémonie ni de contrat pour savoir que je veux vivre avec toi. Tout ce qu'il nous reste, dit-il. Mais si tu le souhaites, je veux t'offrir le mariage grandiose que tu mérites. Je pris une profonde inspiration. Je n'ai pas besoin d'un mariage. J'ai déjà ce qui compte. Et je le serrai dans mes bras. Et pour la première fois, je ne pleurais pas pour ce qui avait été. Je pleurais pour ce qui pouvait encore advenir. Moins. Quelques jours plus tard, en rangeant de vieux dossiers à la maison, je retrouvai la boîte où j'avais gardé ma première bague. Celle qui me liait à un nom qui n'existait plus. Je la pris entre mes doigts. Et je retournai au bord de la rivière. Je m'arrêtai sur le même pont où, dans une autre vie, l'eau m'avait réclamé. Mais cette fois, j'étais aux commandes. Merci pour la leçon, murmurai-je. Et je laissai tomber la bague. Pas comme un adieu, mais comme une clôture. Moins. En rentrant, Harold m'attendait avec du thé chaud. Prête à écrire notre propre héritage ? Demanda-t-il. Il y a longtemps que nous l'avons commencé, répondis-je. Nous nous sommes assis côte à côte dans le salon. Tandis qu'au dehors, la pluie tombait à nouveau. Et que, dans le jardin, fleurissaient enfin les orchidées qui n'avaient jamais osé